sa force physique. J'ai senti mes joues se détendre encore plus alors qu'il faisait l'éloge de mon mari. En parlant de cela, Monsieur Guir travaille sur un chantier de construction à proximité, n'est-ce pas? Oui, oui. Chaque fois que je passe par là, il me salue toujours joyeusement. Et dit, fais attention à tes pas. Son sourire est merveilleux à ce moment-là. Il semblait que mon mari était devenu un peu une célébrité parmi les mamans. C'était peut-être de la flatterie, mais j'étais quand même fière. Puis, Emmeline est arrivée. Vous semblez être de bonne humeur. Elle avait l'air visiblement malheureuse. Elle n'aimait probablement pas que ma famille soit félicitée. De plus, elle semblait irritée qu'Alan ait perdu contre Martin. Elle a commencé à pinailler sur le premier prix de mon fils. Mais ce premier prix a-t-il vraiment été gagné au mérite? Que veux-tu dire? Demandai-je sèchement, et elle me répondit avec mépris. Votre enfant a probablement menacé le mien de perdre. Sur quelle base pouvez-vous dire cela? Il était avec mon enfant avant le début de la course, n'est-ce pas? Elle semble penser que mon fils a menacé Alan pendant cette période. Bien sûr, je me méfiais du fait que les deux garçons étaient sortis ensemble en retard. Mais il n'y a aucun moyen que mon fils fasse quelque chose d'aussi malhonnête. Je réponds avec indignation. Martin ne ferait jamais quelque chose comme ça. Oh, vraiment? J'ai entendu une rumeur selon laquelle votre mari est couvreur, gagnant 1000 $ par mois. Ah! La toiture est un travail pour les gens stupides et rugueux, n'est-ce pas? Il n'aurait aucun problème à menacer quelqu'un. Peut-être même a-t-il donné quelques conseils à votre fils. Tel père, tel fils, n'est-ce pas? Ces préjugés et ces paroles insultantes m'ont empêché de contenir ma colère. Je pouvais la laisser parler de moi de cette façon, mais je ne pouvais pas supporter qu'elle rabaisse ma famille. J'ai protesté pour protéger l'honneur de mon enfant et de mon mari. Mon mari et mon fils ne vous ressemblent pas. Une personne vile comme vous. Ah! Comment oses-tu parler comme ça quand on est un décrocheur? Les parents environnants commencent à murmurer alors que l'échange houleux et les regards se poursuivent. Au milieu de tout cela, mon épaule est tapée par derrière. Je me retourne pour voir mon mari, vêtu d'un costume, debout là. Il dit, reprenant son souffle, la course à pied de Martin est-elle déjà terminée? La course à pied s'est terminée il y a peu de temps. Oh, c'est dommage. Je me suis dépêchée, mais je n'y suis pas arrivée à temps. Tout en parlant, il se gratte la tête pensivement. D'autre part, Emmeline semble confuse à la vue de Guir dans un costume haut de gamme. Pourquoi? Qu'est-il arrivé à ces vêtements de travail sales? N'êtes-vous pas juste un humble couvreur gagnant 1000 $ par mois? En entendant ces mots, mon mari a dit avec un sourire timide, les 1000 $ sont à peu près le salaire horaire. Oui, Guir est en effet couvreur, mais il est aussi propriétaire de sa propre entreprise de construction, puisqu'il l'a créée de manière indépendante. Son entreprise a connu un grand succès en tant que fournisseur de premier plan. Nous sommes connus pour la rapidité et la précision de leur travail. De plus, ils étaient sur une trajectoire de croissance rapide, s'étendant au design d'intérieur, au développement à l'étranger, etc. Récemment, ils ont même été présentés à la télévision et dans des magazines pour leurs efforts de numérisation du processus de construction. Son surnom dans les médias est l'homme à 1000 $. La rumeur d'un revenu mensuel de 1000 $ a dû être un malentendu transmis par diverses personnes. Mais travailler si désespérément sur le chantier? La voix des malins tremblait, abasourdie par la vérité choquante. Puis mon mari a repris la parole avec un sourire timide. Il s'agit de ne jamais oublier d'où l'on vient. Certes, il n'est pas dans une position qui implique généralement de travailler sur place. Cependant, par respect pour le travail sur le terrain, Guir travaille encore parfois lui-même sur place. Il insiste également fortement sur les contrôles de sécurité auprès de ses travailleurs. Cela pourrait être dû à la mort accidentelle de son père charpentier respecté en raison d'une erreur de gestion de la sécurité. Après cette tragédie, il est passé de la menuiserie à la toiture. La toiture est en effet le point culminant du chantier, un rôle essentiel qui est responsable de la vie des travailleurs. S'assurer que les travailleurs peuvent travailler en toute sécurité, installer un échafaudage approprié et assembler le cadre en acier. On dit que la construction commence avec un couvreur et se termine avec un couvreur. Mon fils et moi étions fiers d'un tel mari couvreur. D'un autre côté, Emmeline, sachant que son mari était irréprochable, a tourné son attaque contre moi. C'est tellement sournois. Vous n'avez jamais dit qu'il était aussi incroyable. Je ne m'abaisse pas à des tactiques vulgaires comme afficher la profession de mon mari, contrairement à quelqu'un d'autre. En m'entendant dire cela, le visage d'Emmeline s'est tordu de frustration. Puis Martin a couru vers nous. J'ai gagné le premier prix. Merci à papa.
Pleurage. C'est le résultat d'un entraînement intense. Vous avez fait un excellent travail. Je suis fière de toi. Squire se réjouit comme si c'était sa propre victoire, et tapota la tête de Martin. Avec un sourire encore plus grand, notre fils a continué. J'ai également attaché le lacet-lâche de mon ami avant la course. Ce serait dangereux s'il trébuchait. Ces mots ont dû frapper Emmalin d'un grand choc. Maintenant, les regards méprisants des parents autour d'elle transperçaient Emmalin. Elle se rendit compte que son argument était entièrement faux et son visage se tordit d'inconfort. Il semble que le malentendu soit dissipé, alors nous allons maintenant nous mettre en route. En disant cela, je lui ai tourné le dos. Mais je me suis souvenu de quelque chose et je lui ai parlé. On vous a dit lors de la réunion parents-enseignants que les chaussures velcro étaient la règle, n'est-ce pas? Vous n'avez pas entendu? À ce moment-là, le visage d'Emmalin devint rouge betterave d'embarras. Depuis lors, Emmalin n'a jamais assisté à aucun rassemblement de maternelle. Son comportement honteux lors de la journée sportive semble l'avoir profondément affecté. Maintenant à sa place, son mari Johnny assiste à la réunion de la maternelle. C'est un homme sincère, et après avoir appris la situation, il est venu nous voir pour s'excuser tout de suite. Ma femme Emmalin était extrêmement impolie, a-t-il dit. Et apparemment, lui et Emmalin discutent du divorce. On m'a dit qu'Emmalin dérangeait Johnny avec ses dépenses excessives et son égoïsme depuis longtemps. De plus, elle a été totalement indifférente à l'éducation des enfants. Et pourtant, elle a toujours insisté pour assister aux événements de la maternelle, ce qui montrait son mauvais caractère. Pour elle, les réunions de maternelle n'étaient qu'une scène pour affirmer sa domination. Johnny en avait finalement assez d'une telle femme. Il avait hésité à demander le divorce à cause de l'enfant, mais il a décidé qu'il ne pouvait plus ignorer la situation. Alan, c'est de ta faute d'avoir perdu contre ce gamin. Désolé. Dire une telle chose à son propre enfant est inévitable. Au contraire, la décision était attendue depuis longtemps. Emmalin supplia Johnny. S'il vous plaît, tout sauf un divorce. Mais il ne semblait pas que son souhait serait exaucé. Johnny a fièrement déclaré qu'il avait l'intention d'obtenir la garde et d'élever Alan avec amour. Sur le chemin du retour, il a fait une demande à son fils. Martin, continueras-tu à être ami avec mon Alan? Oui. Mon fils a répondu d'une voix joyeuse, agitant les mains en voyant Johnny. Son inquiétude était sans aucun doute infondée. Depuis le festival sportif, Martin et Alan étaient déjà devenus amis. Selon l'enseignant, les deux jouaient souvent joyeusement ensemble. Avec les autres enfants dans des jeux comme le tag et le lancer de balles. Si les enfants passent leur temps en bonne santé, c'est la chose la plus importante. Et puis, un certain jour férié, nous avions prévu d'aller en ville pour acheter des collations pour la sortie parents-enfants le mois prochain. Je vais échanger des collations avec Alan. Martin, papa va certainement faire la sortie, alors préparez-vous. Les deux quittèrent la maison avec enthousiasme, vérifiant à gauche et à droite si des voitures arrivaient. Très clair. Laissez libre. Vivre avec un prêt hypothécaire de 1800 $ par mois ne vous a pas été une faveur. Tu ne me manqueras pas si tu pars. Lila, la femme de mon fils Marshall, m'a lancé ces mots, essayant de me mettre à la porte de la maison. Marshall est également intervenu. Maman, tu ne nous aimes pas non plus, n'est-ce pas? Si vous ne l'aimez pas, alors partez. Mon mari debout à côté d'eux arborait un sourire narquois. En les voyant, ma colère a atteint son point d'ébullition. Je ne veux plus être avec ces gens. Très bien, je m'en vais. J'ai emballé quelques éléments essentiels et j'ai quitté la maison pour de vrai. Soyez prêts, murmurai-je. Je m'appelle Jessica. Je suis une femme de 60 ans qui travaille. J'ai épousé Easton quand j'avais 25 ans, et 1 an plus tard, notre fils aîné Marshall est né. Marshall est une poignée depuis qu'il est jeune. Mon mari disait toujours que les garçons seront des garçons, qu'un peu de bêtise leur fait du bien, et le gâter avec des jouets sans fin. Pour cette raison, Marshall était émotionnellement immature par rapport à ses pairs. J'avais beaucoup d'inquiétudes quant à son avenir, mais il a réussi à obtenir son diplôme universitaire et à entrer sur le marché du travail. Il y a 10 ans, il a épousé Lila, une collègue de travail. J'ai été émue par la façon dont il s'était débrouillé à son mariage. Mais je ne savais pas que c'était le début d'un cauchemar. En fait, quand il a été question du mariage de Marshall avec Lila, une maison a été achetée à mon nom. C'était l'idée de Marshall. Je veux vivre avec toi et papa. Vous vieillissez tous les deux et la vie peut devenir difficile. Vivons ensemble avant que cela n'arrive. Il vaut mieux avoir quelqu'un autour de soi qui peut vous aider. Lila est d'accord aussi. Touchée par la prévenance de Marshall, j'ai dit « merci ».
Si c'est le cas, vivons ensemble. Mon mari semblait heureux aussi. Mais la question était de savoir où nous allions tous vivre. À l'époque, mon mari et moi vivions dans un condo et Marshall était seul dans un appartement. Lila avait aussi un petit appartement. C'était exigu partout pour que nous puissions vivre tous les quatre. Puis Marshall a eu une idée. Alors pourquoi n'achetons-nous pas simplement une maison? Maman, tu peux t'occuper de l'hypothèque tous les mois. Attendez, donc nous vivons tous là-bas, mais je suis le seul à payer. Ne vous inquiétez pas, Lila et moi couvrirons les autres frais de subsistance. Tu n'as qu'à t'occuper de l'hypothèque, maman. J'ai accepté la demande de Marshall. L'hypothèque mensuelle était de 1800 $ et je la paie depuis 10 ans sans problème. Vivre dans la maison était confortable et tout le monde s'entendait. Nous avions tous un emploi et nos économies familiales s'accumulaient bien. Mais il y a un an, j'ai découvert qu'il manquait 3000 $ à nos économies. Je regardais la déclaration et j'ai été choquée parce que je n'en avais rien entendu auparavant. Quand j'ai demandé à la famille, il s'est avéré que Lila était la raison. En fait, je l'ai utilisé pour acheter un sac de créateur. J'ai toujours voulu. Je m'excuse de ne pas en avoir discuté à l'avance. Lila semblait sincèrement désolée, alors j'ai juste dit « D'accord, faites-moi savoir la prochaine fois que vous ferez un gros achat ». Mais la frénésie de dépenses de Lila ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué à acheter des articles de luxe, épuisant nos économies. Même quand je l'ai prévenue. Les mauvaises habitudes de consommation de Lila n'ont fait qu'empirer, tout comme son attitude. J'ai aussi du stress, vous savez. Quel mal y a-t-il à faire un peu de shopping? Elle rétorquait et refusait d'arrêter ses dépenses inutiles. Pour une raison quelconque, Marshall et mon mari se sont rangés du côté de Lila. Marshall a été particulièrement dur. Lila a du mal au travail. Laissez-lui un peu de mou. Mon mari s'est joint à moi pour me critiquer. Nous sommes une famille. Comprenez-la. Pas besoin de faire des histoires justes parce que les économies ont un peu baissé. Cependant, Lila dépensait des dizaines de milliers de dollars par mois en articles de luxe. Je les ai avertis qu'à ce rythme, nous serions à court d'économies. J'ai essayé d'en parler, mais les 3 autres n'arrêtaient pas de dire « Nous pouvons simplement économiser à nouveau ». Pire encore, mon mari et Marshall ont commencé à rejoindre Lila dans ses dépenses imprudentes. Lorsque Marshall a ramené à la maison une montre-bracelet qui coûtait plus de 10 000 $, j'ai eu le vertige. Qu'est-ce qui vous a tous pris? Nous allons faire faillite. Mes supplications sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Puis Marshall a lâché une bombe. En fait, j'aime te voir lutter, maman. Je t'ai toujours détesté. Je pensais que vivre de ton argent serait suffisant, mais maintenant je veux te voir souffrir davantage. Acheter des articles de luxe avec votre argent a fait d'une pierre 2 coups. J'étais sans voix. Voyant ma réaction, Marshall a ri aux éclats. Qu'est-ce qu'il y a avec ce visage? Tout est de ta faute, maman. Puis mon mari est intervenu. Je pensais que Marshall avait aussi le petit bout du bâton. Vous savez, ne jamais obtenir ce qu'il voulait, vivre une vie pleine de sacrifices. J'étais donc d'accord avec le plan de vous faire acheter une maison. Mon mari est peut-être indulgent avec Marshall, mais accepter un plan aussi imprudent? Juste pour être clair, je n'ai jamais été déraisonnablement stricte avec Marshall. Je n'ai mis l'accent que sur les bases comme accueillir correctement les gens et respecter les délais. J'ai même acheté des jouets pour les anniversaires et Noël. Je pensais qu'il comprendrait une fois adulte. Je n'aurais jamais imaginé qu'il m'en voudrait pour ça. J'ai fondu en larmes. Mais tous les 3 se sont contentés de rire. Pleurer ne vous rend pas plus mignonne, vous savez. Je ne t'ai jamais aimé non plus, alors je passe un bon moment. Oh, allons tous dans un restaurant chic pour nous remonter le moral. Sans Jessica, bien sûr. Lila a dit ça. Et Marshall et mon mari ont accepté sans hésiter. En fait, ils m'ont quitté et sont sortis. J'étais tellement dévastée que j'ai éclaté en sanglots. La vengeance de la famille en qui j'avais toujours eu confiance n'était pas quelque chose que je pouvais facilement accepter. Après cela, j'ai essayé d'en parler avec ma famille. Je me demandais si nous pouvions reconsidérer et recommencer. Mais tous mes efforts ont été vains. Ils se sont juste moqués de moi sans m'écouter. Nos économies familiales sont maintenant presque épuisées. J'ai atteint ma limite. Faire revivre cette famille est impossible. Dernièrement, ils ont dit que si je n'étais pas heureux, je devrais partir. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Je ne suis plus triste. Surtout, juste en colère. Un jour après le travail, j'ai trouvé mes affaires emballées à l'entrée. Qu'est-ce que c'est? Alors que je réagissais avec surprise, Lila sourit.
Comme tu ne partiras pas, j'ai emballé tes affaires. Nous n'avons jamais demandé votre aide. Même s'il ne s'agissait que d'un prêt mensuel de $1800, vous ne nous manquerez pas. Marshall s'est joint à eux. Tu nous détestes aussi, n'est-ce pas, maman? Si vous ne l'aimez pas, alors partez. Mon mari est resté là avec un sourire sarcastique. Finalement, ma rage a atteint son apogée. Je ne veux plus être avec ces gens. Bien. Je m'en vais. Sur ce, je n'ai pris que le strict nécessaire et j'ai quitté la maison. Préparez-vous, murmurai-je pour moi-même. J'ai expliqué la situation à un ami au téléphone et je suis restée avec eux jusqu'à ce que je trouve un nouvel endroit. Mais je n'allais pas les laisser avoir le dernier mot. J'ai planifié et exécuté ma vengeance. Quelque temps après mon départ, j'ai reçu un appel de Marshall. Maman, quelque chose de grave s'est passé. Des gars sont venus à la maison et ont dit qu'elle avait été mise en vente et que nous devions partir. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Parce que c'est moi qui l'ai mis en vente. Vous ne pouvez pas faire que ça. Marshall était en colère, mais je pensais que celui qui était déraisonnable, c'était lui. J'ai acheté cette maison à mon nom et j'ai payé tous les prêts pour pouvoir la vendre si je veux. J'ai même remboursé la totalité du prêt, alors ne vous inquiétez pas pour cela. Vous devriez quitter bientôt. J'ai raccroché après avoir dit ça. J'avais été expulsée brusquement de la maison, donc ces trois-là n'ont pas le droit de se plaindre s'ils ont aussi perdu leur maison. Je me suis sentie un peu soulagée, mais ma vengeance était loin d'être terminée. Le lendemain, j'ai appelé mon mari. Bonjour, pouvons-nous parler? Où es-tu en ce moment? Ne me demandez pas où je suis. Nous sommes au milieu d'un déménagement inattendu. C'est mouvementé. Je vous appellerai plus tard. Mon mari a raccroché le téléphone avec colère. C'était drôle de le voir troublé, mais je n'avais pas transmis mon message. J'ai envoyé un message disant que nous avions des choses importantes à discuter et lui ai demandé de consacrer 1 heure. J'ai reçu une réponse 2 semaines plus tard disant que le déménagement était terminé et que je devais venir dans le nouvel endroit. Eh bien, trouver un logement et déménager prend du temps. Je suis arrivée à l'adresse indiquée et j'ai trouvé un appartement en bois délabré. Comparé à notre ancienne maison, c'était pitoyable. Mon mari est apparu lorsque j'ai sonné à la porte de l'appartement 103. Il avait l'air exceptionnellement sombre. En entrant, Marshall et Lila étaient également assis là avec des expressions sombres. Oh, qu'est-ce qu'il y a avec ces visages? Mais quelle belle maison vous avez ici! Ignorant mon sarcasme, mon mari a dit faiblement, peu importe. De quoi vouliez-vous parler? J'ai sorti les papiers du divorce. Je veux couper les liens avec vous. Nous allons divorcer. En entendant cela, le visage de mon mari est devenu pâle instantanément. Attends un peu. Nous ne pouvons pas nous permettre de divorcer. Nous n'avons pas d'argent. Que se passera-t-il si vous partez aussi? Je me fiche de ce qui t'arrive. Je ne suis pas votre distributeur automatique. 3 adultes devraient pouvoir gagner leur vie. Les 3 échangèrent des regards troublés. Mon mari a commencé à expliquer. En fait, Marshall et Lila ont été licenciés de leur travail. Quoi? Quand ont-ils été licenciés? C'était une information à laquelle je ne m'attendais pas. Lila il y a 3 mois, et Marshall il y a environ 1 mois. Ils avaient de mauvaises attitudes et étaient des fauteurs de troubles. Et nous n'avions pas d'économie. La perte de leurs revenus nous a donc fait beaucoup de mal. De plus, nous n'avons découvert qu'ils avaient été licenciés que lorsque nous avons choisi un nouvel endroit. Ils ont gardé le secret et ont fait semblant d'aller travailler. Marshall est intervenu, ne montrant aucun remords. Quand il parle de mauvaise attitude, c'est juste des choses comme ignorer les délais et ne pas saluer les gens. Depuis qu'ils sont enfants, je leur ai toujours dit de respecter les délais et d'avoir au moins la courtoisie de saluer les gens correctement. Et pourtant, Lila n'était pas différente. Je ne dormais que pendant les réunions et je jetais du café à mon patron bruyant. Et pourtant, ils m'ont soudainement viré? Comme c'est injuste. C'est alors que j'ai décidé de couper les liens. Marshall et Lila, ce que vous avez fait pourrait facilement vous faire poursuivre en justice. Je coupe les liens avec des gens qui ne peuvent pas comprendre cela, même dans la trentaine. Maintenant, acceptez le divorce. Je ne vous donnerai aucun actif. Mais mon mari était toujours réfractaire au divorce. Marshall et Lila n'arrêtaient pas de mendier de l'argent. Frustrée, j'ai sorti une pile de papier de mon sac. C'est une copie de mon journal, ai-je dit. Tout est documenté. Les choses terribles que vous avez toutes dites et faites. Je garde une trace depuis que vous êtes tous sortis du rang. Si vous n'êtes pas prêt à divorcer, j'apporterai ce journal à mon avocat. C'est ce que tu veux?
Le mot avocat a semblé effrayer mon mari, qui a rapidement changé de ton. D'accord, épargnez-moi les paroles d'avocat. Je ne veux pas en faire toute une histoire. Divorçons. Marshall et Lila ont commencé à faire des histoires. Mon mari a crié, n'agissez pas haut et fort quand vous êtes au chômage. Ils se turent. Fatigué des chamailleries de bas niveau, je leur ai demandé de remplir les papiers de divorce. En quittant la pièce, j'ai dit à mon mari, ce gâchis, tu es en partie responsable d'avoir pris le parti de Marshall. Profitez de prendre soin de lui. Être parent d'un enfant adulte peut être tout un défi. Je ne pus m'empêcher de sourire. J'avais mes propres économies, donc je ne me souciais pas de joindre les deux bouts. Je suis sortie de l'appartement la lumière sur mes pieds. 6 mois plus tard, j'ai reçu un appel de mon ex-mari. Jessica, peux-tu m'aider? Où êtes-vous? J'ai demandé autour de moi, mais personne ne semble le savoir. J'ai dit calmement, eh bien, j'ai déménagé, mais je ne vous ai pas dit ma nouvelle adresse. J'ai demandé à mes connaissances de ne pas le partager. Donc, vous vivez tous les 3 heureux ensemble. Après le divorce, j'ai quitté la maison de mon ami et j'ai trouvé une nouvelle maison. J'ai expliqué la situation en détail à mon entreprise et j'ai eu la chance d'être transférée dans une autre succursale qui manquait de personnel. J'ai pris des mesures proactives pour m'assurer que mon ancienne famille ne se présenterait pas sans invitation. Grâce à la coopération de mes amis et de mon entreprise, j'ai vraiment été sauvée. Bien qu'il en ait demandé beaucoup, tout le monde l'a géré sans montrer d'agacement. Entendre les gens dire « Tu as traversé beaucoup de choses, Jessica. Ce n'est pas de votre faute ». Cela m'a considérablement remonté le moral. Alors que je pensais à quel point j'étais bénie d'avoir des gens aussi solidaires autour de moi, l'agitation bruyante de mon ex-mari m'a ramenée à la réalité. S'il vous plaît, ne soyez pas si froid. Marshall et Lila ne travaillent pas, et ils drainent mon salaire. J'ai même des dettes. Je suis au bord de la faillite. J'ai ressenti une colère intense une fois de plus. Il blesse les gens pour ses propres raisons égoïstes, mais demande de l'aide quand il a des ennuis. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier sur mon ex-mari incroyablement égoïste. Vous avez du culot. Après m'avoir tourmenté, tu t'attends à ce que je t'aide quand tu as des ennuis? Ne m'appelez plus jamais. J'ai raccroché immédiatement et bloqué son numéro. J'ai également bloqué les appels de Marshall et Lila pendant que j'y étais. J'avais gardé leur numéro au cas où j'aurais besoin de les contacter, mais pas plus. J'ai décidé qu'il n'était plus nécessaire. J'ai ressenti un sentiment de soulagement. Comme si j'avais finalement coupé tous les liens. Il ne reste plus qu'à espérer une vie paisible à partir de maintenant. Plus tard, j'ai appris que mon ex-famille avait connu un destin assez sombre. Mon ex-mari en a eu marre des habitudes de gaspillage de Marshall et Lila et a disparu peu de temps après notre dernier appel. J'ai entendu dire qu'il avait même quitté son emploi et disparu. Je ne sais pas où il est allé, mais je doute qu'il mène une vie heureuse. Marshall et Lila, d'autre part, sont toujours pris dans leur cycle d'endettement. Leurs habitudes de gaspiller de l'argent sont inchangées. Même leur famille, leurs amis et leurs proches les ont abandonnés, sachant dans quel pétrin ils se trouvent. Je ne peux que supposer qu'ils continueront à s'enfoncer davantage dans l'endettement. Quand un ami m'a raconté tout cela, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement. J'espère qu'ils regretteront leurs actions et continueront à souffrir. Mon ex-mari avait disparu depuis un certain temps, mais je l'ai vu vivre dans la rue lors d'un voyage d'affaires. Je n'ai jamais pensé qu'il deviendrait sans abri. Il ne m'a pas reconnu. Il avait l'air maigre et complètement abattu. Compte tenu de son âge, il ne pourrait peut-être pas trouver un autre emploi. Marshall et Lila, quant à eux, ont déposé le bilan. Ils n'ont jamais cessé de dépenser, ont emprunté de l'argent comme si de rien n'était, alors ça s'est terminé comme ça. Il n'y avait pas de concept de vivre de l'argent durement gagné pour eux. Ces deux-là passaient leur journée à se blâmer mutuellement pour leur ruine financière, se battant tout le temps. Le résultat? Ils sont devenus une nuisance et ont été expulsés de leur appartement. Un autre ami m'a renseigné à ce sujet. Mais comme mon ex-mari, on ignore maintenant où ils se trouvent. Ils sont peut-être aussi sans abri, mais je m'en fiche. Peu importe à quel point leur vie devient misérable, je ne leur donnerai jamais un coup de main. En revanche, j'ai retrouvé ma paix. J'avais peur qu'ils engagent un détective pour me trouver, mais heureusement, ils ne se sont jamais présentés. Ils n'ont probablement même pas l'argent pour ça. Toutes ces dépenses imprudentes en articles de luxe? C'est la quintessence de ce qui monte doit redescendre. Quant à moi, le travail va bien, et je ne lutte pas dans la vie. Récemment, un nouveau membre a rejoint ma famille. C'est un poisson rouge de compagnie.
J'accompagnais un ami qui a des animaux de compagnie dans une animalerie quand je suis tombée éperdument amoureux de cette adorable petite créature. Honnêtement, je n'ai jamais été particulièrement intéressée par le poisson auparavant, alors je trouve surprenant d'en posséder un maintenant. Mais ce poisson rouge est tout simplement trop mignon, et le regarder manger sa nourriture est particulièrement apaisant. La meilleure partie ? Cela ne nécessite pas de soins constants, donc même avec mon travail chargé, je peux facilement m'en occuper. Cela a ajouté une nouvelle couche de joie à ma vie. J'espère que mes journées continueront d'être aussi paisibles à l'avenir. D'accord, occupez-vous du dîner et des bains pour les petits-enfants, voulez-vous ? Prétendant qu'elle avait des courses à faire, Cindy a essayé de me laisser ses petits-enfants. Assez, c'est assez. Elle m'a dérangée à maintes reprises. Mais qu'est-ce que Cindy vient de dire ? S'occuper du dîner et des bains pour les petits-enfants ? Elle pense que je suis une sorte de femme de chambre. C'est ridicule. Je n'en peux plus, alors je décide de tenir bon. En regardant Cindy droit dans les yeux, je rétorque. Veuillez m'excuser. Je ne suis pas une nounou, vous savez ? Je m'appelle Liliana, j'ai 72 ans. Mon mari, Victor, a 1 an de plus que moi, 73 ans. Nous avons une fille. Elle a déménagé dans la grande ville pour un travail et vit à New York depuis. Mais elle nous rend visite pendant les longues vacances. Bien qu'elle n'ait montré aucun signe de mariage, même après avoir eu 35 ans, elle l'a finalement fait l'année dernière, ce qui nous a donné l'esprit tranquille à Victor et à moi. Nous pensions avoir tiré le meilleur parti des années restantes de notre vie, alors nous avons décidé de construire la nouvelle maison que nous avions toujours prévue. C'est moi qui désirais ardemment la nouvelle maison. En tant qu'aquarelliste, j'ai toujours voulu un bel atelier, même si je me suis contentée d'une pièce dans notre maison jusqu'à présent. Notre ancienne maison était assez désuète. Les planchers grinçaient à chaque pas et la plomberie avait besoin d'être rénovée. Nous nous sommes donc dit que nous pourrions aussi bien construire une nouvelle maison, personnalisée à notre goût. Bien que j'ai plus de 70 ans, j'ai toujours un revenu décent en ouvrant des expositions personnelles et en publiant des livres. J'ai donc financé cette nouvelle maison. Je n'ai dit à personne que c'était à mon nom. Ce n'est pas nécessaire. Depuis que j'ai construit la maison de mes rêves, j'ai été ravie de peindre tous les jours dans mon magnifique studio. Victor, bien qu'à la retraite, aide à la ferme d'un ami pendant la journée pour rester vif. Le soir, nous partageons un repas dans notre salle à manger confortable aux accents de bois, puis nous nous détendons dans notre salon spacieux en sirotant du thé sur le canapé. Nous parlons souvent de la façon dont c'était génial de construire cette maison. Cependant, un nuage noir a commencé à se profiler environ 1 mois après notre emménagement. Mon beau-frère et sa femme, en entendant parler de notre nouvelle maison, ont commencé à se présenter à l'improviste. Il s'agit du frère aîné de Victor, Randall, et de sa femme, Cindy. Leur maison n'est qu'à 20 minutes en voiture de la nôtre. Bien que je comprenne qu'ils puissent être curieux de connaître le nouvel endroit, il n'y a que moi à la maison pendant la journée lorsqu'ils décident de passer. J'ai aussi du travail à faire, vous savez, donc les visites fréquentes sont vraiment gênantes pour moi. La 3e fois que mon beau-frère et sa femme sont venus, j'ai essayé de leur faire savoir gentiment. Je travaille à domicile, donc je ne peux pas vraiment recevoir d'invités en ce moment. Ils ont répondu, c'est bien, ne vous inquiétez pas pour nous. Nous nous sentirons comme chez nous. Bien sûr, vous ne vous inquiétez peut-être pas, mais je le fais. Je me mords la langue pour ne rien dire. Peu de temps après, Cindy commence à amener ses 5 petits-enfants. La famille de mon beau-frère a 2 filles, toutes 2 mariées et avec enfants. Ces enfants, tous les 5, vont de la 1re à la 4e année. Je les ai déjà rencontrés et ils sont adorables, mais les faire du bruit pendant que j'essaie de travailler à la maison est une autre histoire. Ce serait différent si Cindy me prévenait. Ensuite, je pourrais préparer leur visite. Mais non, elle a juste commencé à se présenter à l'improviste avec les enfants chaque fois qu'ils avaient un jour de congé. Il n'y a que moi et Cindy qui essayons de gérer ces 5 petits coquins, et elle ne les discipline pas du tout. Les enfants disent qu'ils sont à l'aventure, qu'ils courent dans ma maison, qu'ils jouent à des jeux de chats et de super-héros, et qu'ils grattent même mes murs. Quand j'essaie d'intervenir, Cindy dit « Pourquoi tu te mets en colère ? Ce ne sont que des enfants ?» Pour ajouter l'insulte à l'injure, elle me reproche de ne pas avoir de collation ou de jus prêt. Nous venons tout le temps. Vous saviez que les petits-enfants seraient ici. Pourquoi n'avez-vous rien préparé ? Tu es tellement inconsidéré. Eh bien, je ne veux pas que vous soyez ici en premier lieu, alors pourquoi devrais-je le faire ? L'attitude laxiste de Cindy ne fait que s'intensifier dans le comportement des enfants jusqu'à ce qu'ils entrent dans mon studio à domicile. Heureusement, ils n'ont pas touché à mon travail, mais c'est le jour où j'ai installé une serrure sur la porte de mon atelier.
Même avec le studio interdit, le reste de ma maison est saccagé chaque fois qu'ils viennent. Quand je lui ai finalement demandé de réduire les visites, elle m'a dit « Ce sera une bonne pratique pour quand tu auras des petits-enfants. » C'est ça. Je n'en aurai pas 5 d'un coup. Et s'ils étaient mes petits-enfants, je garderais un œil sur eux. Aujourd'hui, après le départ de Cindy et des enfants, j'ai laissé échapper un soupir en regardant la pièce parsemée de jouets et d'emballages de bonbons. Les jouets venaient probablement de leur maison, et les bonbons ont dû être donnés par Cindy. Encore. Mon mari, Victor, vient de rentrer du travail et me dit cela, visiblement frustré. Je comprends pourquoi il est ennuyé, mais j'aimerais qu'il dise ça à Cindy, pas à moi. Il a toujours hésité à parler à son frère aîné, Randall, et il en va de même pour Cindy. Même quand je lui demande de faire quelque chose à propos des fréquentes visites de Cindy, il hausse les épaules en disant « Ce n'est pas comme s'il venait tous les jours. » S'occuper de quelques enfants ne doit pas être si difficile. Quand j'ai essayé d'expliquer à quel point ces petits monstres causent des problèmes, il a répondu « Ce ne sont que des enfants. Si vous les surveillez correctement, la maison ne sera pas aussi désordonnée. » Je suppose que Victor peut dire ça parce qu'il ne s'est jamais occupé de ces petits monstres. Le dernier mot de Victor est le suivant « Assez déjà. Dépêchez-vous et nettoyez. » Vous n'avez même pas commencé à préparer le dîner, n'est-ce pas? Écoutez, j'ai été occupée à surveiller les enfants toute la journée. Je n'ai pas eu un moment pour cuisiner. Puis un jour, Cindy franchit la ligne. Elle amène ses 5 petits-enfants et dit « J'ai des courses à faire. Veuillez vous occuper de leur dîner et de leur bain avant de sortir. » Voilà. Je suis à bout de nerfs. Après avoir supporté toutes ces bêtises jusqu'à présent, qu'est-ce que Cindy vient de dire? S'occuper de leur dîner et de leur bain? Elle pense clairement que je suis une sorte de femme de ménage. Incroyable. J'en ai assez. Il est temps pour moi de riposter. Je croise le regard de Cindy et lui dis « Tu sais que je suis célibataire, n'est-ce pas ?» Cindy se fige, ne sachant pas de quoi je parle. Que faites-vous tout d'un coup? Vous êtes-vous disputé avec Victor? Occupez-vous simplement des petits-enfants, d'accord? Ignorant la tentative de Cindy de me repousser, je décide de lâcher une bombe. Je divorce de Victor, donc je ne peux pas m'occuper des enfants. Quoi? Si c'est vrai, pourquoi êtes-vous encore là? Ne devriez-vous pas partir? Je suis juste revenue pour récupérer mes affaires. La vérité est que je n'ai pas encore divorcé, mais j'y pense sérieusement. J'envisage de dire à Cindy que c'est ma maison et que Victor devrait être celui qui part, mais je décide de ne pas le faire. Pas ici. Pas maintenant. Si nous divorçons, Victor devra partir. La raison pour laquelle cela s'est produit, c'est à cause d'une dispute que j'ai eue avec Victor. Cindy continue d'amener ses petits-enfants. Ils se déchaînent, et je ne peux pas tous les gérer. Quand je l'ai dit à Victor, il n'a pas compris. Pour aggraver les choses, il dit des choses comme « Nettoyez déjà la pièce. » Le dîner est-il déjà prêt? C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne comprend pas ma situation. Divorcions. Victor était d'abord troublé, me suppliant de reconsidérer, mais il a ensuite dit « Ne trouvez-vous pas les petits-enfants de Randall mignons? Ils ne viennent pas tous les jours. Prenez simplement soin d'eux lorsqu'ils vous rendent visite le week-end. Si vous continuez à faire des histoires, ils ne voudront jamais nous rendre visite lorsque nous aurons nos propres petits-enfants. Commençons par une séparation. » Avant que je ne m'en rende compte, ces mots s'étaient échappés de mes lèvres, sans émotion, dirigés vers Victor. J'en ai marre de Victor, qui ne voulait même pas considérer ce que je lui avais dit pendant tout ce temps, et ne m'a blâmé que lorsque j'ai mentionné le divorce. J'ai décidé d'agir tout de suite. J'ai rapidement emballé quelques éléments essentiels et quitté la maison. Je ne voulais pas quitter ma propre maison avec mon studio préféré, mais les intrusions constantes de Cindy m'empêchaient de me concentrer sur ma peinture. J'ai donc opté pour la location d'un appartement à court terme pour avoir un peu de tranquillité. Juste au moment où je préparais mes fournitures d'art et mes vêtements, Cindy est arrivée. « Je vais partir, alors tu devras parler à Victor du reste. » J'ai fait un geste vers Victor, qui venait de sortir de l'arrière-salle. Victor était généralement occupé à aider à la ferme d'un ami, mais il était resté à la maison ce jour-là, apparemment à m'attendre. Je n'avais pas l'intention d'y retourner tant que Victor n'aurait pas compris ce que je vivais. S'il s'attend à ce que je m'occupe de nos futurs petits-enfants, alors il ferait mieux de donner l'exemple. Dans l'appartement à court terme, Cindy a cessé de se présenter et j'ai enfin pu me concentrer sur mon travail. Bien que ce soit dommage que je n'ai pas pu utiliser l'atelier que j'avais construit, au moins je savais que je pouvais peindre en paix. 3 semaines se sont écoulées alors que je me plongeais dans l'art, gardant mon téléphone éteint tout le temps.
Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone, j'ai trouvé des messages et des appels manqués de Victor tous les jours. Le dernier message dit « Je le comprends maintenant. Qu'avez-vous vécu ? J'avais tort. Revenez, s'il vous plaît. » Il semblait que s'occuper de ses enfants indisciplinés lui avait enfin ouvert les yeux. Je lui ai envoyé un texto « Nous parlerons à la maison » et je suis rentrée à la maison après 3 semaines. Victor avait l'air épuisé quand il m'a salué. Je suis désolée, c'est la première chose qu'il a dite. Le jour où je suis partie chercher mes affaires, il s'était occupé des enfants pour la première fois et avait trouvé cela beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait prévu. Il a dit qu'il ne pouvait pas les cuisiner et les laver, alors qu'il courait partout et ne l'écoutait pas. Finalement, il a dû demander à Cindy de les reprendre. Il semblait que Cindy continuait à amener les enfants chaque fois que leur école était fermée, laissant la maison en désordre. Victor m'a dit qu'il faisait de son mieux pour nettoyer après. Il a finalement réalisé la situation difficile dans laquelle je me trouvais et s'est sincèrement excusé pour son indifférence antérieure. Je vais aller parler à Cindy chez Randall et lui dire de ne plus venir. S'il vous plaît, recommençons. Voyant l'attitude sérieuse de Victor, j'ai décidé de lui pardonner pour tout. Mis à part les problèmes avec Cindy et les enfants, je n'avais pas d'autres plaintes à formuler à propos de Victor. Ainsi, notre séparation a pris fin au bout de 3 semaines. Victor tint donc parole et alla parler avec son beau-frère et sa belle-sœur, Randall et Cindy. Randall a d'abord été choqué, car Victor n'avait jamais été assertif auparavant, mais il s'est excusé, disant qu'il ne s'était pas rendu compte que la situation était si grave. Cindy, comme d'habitude, n'a pas écouté, insistant sur le fait que c'était une bonne pratique pour quand ils ont des petits-enfants. Au milieu de cette conversation animée, leur nièce et les 5 enfants turbulents se sont présentés chez les parents, apparemment par coïncidence. Les nièces demandèrent à Victor ce qui se passait. Il leur a donc raconté comment Cindy n'arrêtait pas d'amener les enfants chez nous à l'improviste, ce qui a conduit à notre séparation. En entendant cela, les nièces ont confronté Cindy, lui demandant avec colère « Pourquoi as-tu fait ça ? Maman a dit que nous pouvions nous occuper des enfants. Vous les avez emmenés chez Victor tout le temps ?» Acculée par les questions des nièces, Cindy a essayé de détourner l'attention en disant « Oh, ce n'est pas vrai. » Cependant, un témoignage spontané des enfants a révélé le mensonge. Grand-mère dit toujours que nous devrions aller chez notre grand-oncle, parce que c'est plus propre qu'ici. En entendant cela, les nièces ont réprimandé Cindy, disant qu'elles ne pouvaient pas croire qu'elle m'avait dérangée comme ça, et lui ont demandé de ne plus jamais le faire. Il s'avère que mes nièces m'admirent en tant que professeur d'aquarelle. Au lycée, ils faisaient partie du club d'art et nous avions l'habitude de peindre des paysages ensemble par beau temps. Depuis qu'ils se sont mariés et ont eu des enfants, nous n'avons pas eu le temps de peindre ensemble. Mais ils m'envoient parfois leur art sur WhatsApp et me rendent visite lorsque j'ai des expositions personnelles. Les nièces étaient également en colère pour moi. Pourquoi n'avez-vous pas écouté Liliana ? C'est tout à fait compréhensible qu'elle soit partie. Lorsqu'il a été confronté, tout ce que Victor a pu dire, c'est « Je suis désolé ». Plus tard, les nièces et les enfants sont venus s'excuser. Les enfants avaient été réprimandés par leurs parents et s'asseyaient tranquillement. Ils nous avaient prévenus cette fois-ci, alors j'ai préparé des collations et des jus de fruits que les enfants aiment. Quand je leur ai proposé, les enfants ont poliment dit « merci » et ont commencé à manger. Alors que les nièces et moi discutions des studios d'art, j'ai décidé de leur faire visiter mon studio préféré. En entrant, leurs yeux brillaient et ils disaient « Waouh, c'est incroyable !» Leurs compliments m'ont fait me sentir bien. Avant d'entrer dans le studio, les nièces ont averti les enfants de ne rien toucher. Alors les enfants ont regardé autour d'eux sans toucher à l'art, demandant à leur tante « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?» Après avoir découvert les visites constantes de Cindy chez nous, les nièces ont décidé d'arrêter d'emmener les enfants chez leurs parents. J'ai eu un peu pitié de Cindy, mais apparemment elle ne discipline jamais ses petits-enfants. La dernière fois qu'ils sont allés dans un magasin de jouets, elle a causé beaucoup de problèmes. L'un des enfants balançait une épée jouet et a fini par heurter d'autres produits, les cassant et souffrant d'une égratignure mineure. En règle générale, c'est la faute des parents si leurs enfants cassent quelque chose dans un magasin. Cependant, Cindy a confronté avec colère l'employé du magasin en disant « Pourquoi avez-vous des articles cassables dans un magasin de jouets ? Que se passe-t-il si un enfant se blesse ? Que allez-vous faire à ce sujet ?» Un parent d'un ami des enfants de l'une des nièces était là et a contacté la nièce. Elle s'est précipitée au magasin, s'est profondément excusée et a compensé pour l'article cassé. Entendre parler de cet incident l'a rendue encore plus en colère. On pourrait penser que les enfants manqueraient à leur grand-mère si elle les gâtait toujours, mais apparemment ce n'est pas le cas, selon la nièce. Lorsque la nièce a demandé aux enfants s'ils voulaient voir leur grand-mère, ils ont dit que non, nous préférions aller chez notre grand-tante avec maman.
Je veux jouer à nouveau avec mon grand-oncle, ont-ils ajouté. Ainsi, en gâtant les enfants et en causant des problèmes constants aux autres, Cindy a fini par être abandonnée par sa nièce et ses petits-enfants. Triste, mais elle l'avait prévu. Cindy était tellement désespérée de voir ses petits-enfants qu'elle a supplié la nièce. Je ne les emmènerai plus chez mon gendre, je les laisserai simplement visiter comme avant. Mais les nièces l'ont ignorée, pensant qu'elle causerait des problèmes ailleurs. Puis un jour, Cindy est apparemment allée à l'école primaire pour récupérer les enfants sans le dire à la nièce. L'enseignante a pensé qu'elle était une kidnappeuse et a appelé la police. Cindy a été rapidement libérée après que les nièces aient expliqué aux flics, mais non sans avoir reçu une longue leçon de leur part. Elle est même maintenant interdite d'assister à des événements scolaires. Nous comprenons que c'est difficile de ne pas pouvoir voir les petits-enfants, mais si elle les aimait vraiment, elle n'aurait pas dû nous les mettre en gage en premier lieu. Cindy confond gâter et aimer. Tant que Cindy ne pourra pas s'occuper correctement des enfants, ils ne lui rendront pas visite. Les nièces ont commencé à amener les enfants chez nous de temps en temps. Bien sûr, ils me demandent ma permission en préalable. Ces enfants autrefois turbulents dessinent maintenant tranquillement. Nous avons posé une feuille de vinyle pour qu'ils ne fassent pas de dégâts, et ils dessinent librement avec des crayons et des crayons de couleur. Les nièces les regardent tout en peignant des maisons. Grande tante, regarde. L'un des enfants me montre un dessin d'une équipe de super-héros. Oh, vous êtes tout à fait l'artiste, ai-je dit. Juste à ce moment-là, Victor rentre du travail et deux des enfants amateurs de super-héros courent vers lui. C'est le méchant. Ils commencent à le poursuivre. Victor supplie les nièces d'arrêter les enfants, mais elles rient et disent « Eh bien, vous étiez le vrai méchant, n'est-ce pas ?» Sans prendre à Liliana. « Je me suis réformée maintenant, aidez-moi !» Victor, les nièces et moi partageons un rire. Nous ne savons pas si nous aurons un jour nos propres petits-enfants, mais grâce à ces enfants, nous nous entraînons beaucoup et Victor ne jouera plus le méchant. Baissez le prix de gros. Au moins la moitié. Excusez-moi, qui est-ce ? Un soir, alors que je dînais tôt avec mes beaux-parents et mon mari, le téléphone de la maison a sonné. Il était inhabituel que le téléphone sonne à cette heure. Perplexe, j'ai répondu, et la femme à l'autre bout du fil a commencé à parler agressivement. Quand j'ai demandé des éclaircissements, elle a crié « Comment osez-vous demander qui je suis ? Tu es si impoli. » Eh bien, je ne sais pas qui vous êtes si vous ne vous présentez pas. Mes beaux-parents avaient l'air inquiets et mon mari a fait un geste. Voulez-vous que je prenne le téléphone ? J'ai secoué la tête. Je devrais être capable de le gérer sans me cacher derrière mon mari protecteur. Pourriez-vous me dire votre nom ? Quand j'ai demandé calmement à nouveau, la femme est devenue hystérique. Je n'arrive pas à croire que tu ne sais pas qui je suis. Je n'achèterai plus jamais tes aubergines. J'utiliserai des produits importés bon marché à partir de maintenant, alors au revoir. Elle ne s'est pas identifiée, mais j'ai réalisé qui elle était quand elle a mentionné les aubergines. Elle était probablement l'épouse du président de l'entreprise de décapage avec laquelle je traitais depuis 15 ans et avec qui j'avais un contrat exclusif. Le président étant parti, elle était la seule à évoquer le contrat. Il est difficile de changer les choses soudainement. Nous avons un contrat exclusif, et l'utilisation d'aubergines spéciales cultivées localement est ce qui le rend populaire, n'est-ce pas ? Ne serait-il pas mauvais d'utiliser des produits importés ? Idiot. Les consommateurs ne connaissent pas la différence entre le produit national et le produit importé. Je peux en acheter des importés pour moins de la moitié de votre prix. Vous surfacturez. À ce moment-là, je me suis mis en colère. Surcharge. Mes aubergines ne peuvent pas être cultivées ailleurs et le prix est juste. Pas question. Tout le monde peut faire pousser des aubergines dans un jardin potager. C'est un crime de vendre des légumes aussi abordables à un prix aussi élevé. Soyez reconnaissant de ne pas être poursuivi. J'annule le contrat. Quelle personne incroyablement impolie. Alimenté par la colère, j'ai dit « Êtes-vous sûr d'annuler le contrat ? Je ne serai pas responsable des regrets. » Aucun regret. Je gagnerai plus d'argent en utilisant des aubergines importées moins chères. Je suis soulagée d'être débarrassée d'un fermier surfacturé comme vous. Restez loin de nous. Quel était le sujet de cet appel téléphonique ? Dès que l'appel s'est terminé, mon mari, inquiet, m'a demandé « Que s'est-il passé, Catherine ?» Nous avons entendu une femme crier. « Vous allez bien ?» Ma belle-mère fronça les sourcils. J'ai commencé à expliquer à ma famille. Je m'appelle Catherine, j'ai 49 ans. Je suis producteur d'aubergines à temps plein pour les cornichons. Je suis mariée à mon mari, le fils aîné d'une famille de riziculteurs, depuis plus de 20 ans.
Notre fille vit seule en ville en tant qu'étudiante, et notre fils vient de trouver un emploi en ville après avoir obtenu son diplôme universitaire. Mon fils m'a dit, je reviendrai quand je trouverai une mariée, mais je ne compte pas trop sur ça. Mes beaux-parents et mon mari énergique, qui approche de 80 ans, cultivent du riz dans leur maison familiale, tandis que moi et quelques employés à temps partiel cultivons des aubergines pour les mariner. Le début de la production d'aubergines a eu lieu il y a 15 ans. Dans ma ville natale, les petites aubergines marinées sont célèbres depuis l'Antiquité. Cependant, ces aubergines, bien qu'incroyablement délicieuses, étaient connues pour être difficiles à cultiver. Ils étaient faibles contre les maladies et les ravageurs, et se fanaient rapidement. Lorsque j'ai commencé à les vendre en petite quantité dans les points de vente directs locaux, j'ai été approché par une entreprise locale de cornichons pour conclure un contrat d'exclusivité. En raison de la difficulté de la culture, le contrat d'exclusivité offrait un prix considérablement plus élevé que la vente d'aubergines ordinaires sur le marché. Quand j'ai entendu parler de l'accord, j'étais excitée et j'ai pensé que cela semblait intéressant, mais j'avais peur d'être poursuivie pour rupture de contrat si la culture échouait et que je me retrouvais dans le rouge. Comme je m'inquiétais, mon mari a dit, nous avons des revenus du riz, alors essayons-le, même si cela ne fonctionne pas. Et c'est ainsi que mon défi a commencé. J'ai continué à essayer de meilleures méthodes de culture chaque année, travaillant avec diligence pendant 15 ans malgré de nombreux échecs. L'entreprise de décapage a augmenté à mesure qu'elle commençait à vendre en ligne, et le volume d'aubergines que j'ai livré a augmenté en conséquence. Certaines entreprises ont entendu dire que j'étais seule responsable de la production d'aubergines marinées et m'ont approché pour des affaires, mais je n'avais pas l'intention d'étendre davantage ma production d'aubergines. Le contrat d'exclusivité a été plus difficile que prévu. Bien que les revenus aient été stables avec un prix contractuel fixe, j'ai dû livrer une certaine somme sans faute. J'ai commencé à penser qu'une fois que mes beaux-parents se seraient retirés des premières lignes de la riziculture et que mon mari et moi serions devenus les principaux riziculteurs jusqu'à ce que notre fils reprenne l'entreprise familiale, il serait peut-être acceptable de quitter le contrat d'exclusivité. Cependant, j'avais une dette de gratitude envers le président de l'entreprise, alors j'ai continué à livrer les meilleures aubergines chaque année aussi longtemps qu'il les voulait. Mais le mois dernier, la situation a radicalement changé. Au début du mois dernier, le président de l'entreprise s'est effondré à l'usine et n'est jamais revenu. Le président est décédé le mois dernier, n'est-ce pas? Cela ne fait-il pas déjà 49 jours? Ma belle-mère murmure. C'était si soudain, pauvre chose. Ma belle-mère sympathise avec le président, faisant une grimace douloureuse. C'est un soulagement qu'il y ait un successeur, mais il ne pourra pas revenir avant un certain temps, n'est-ce pas? Aux paroles de mon mari, mon beau-père répond. Il s'entraînait dans une autre entreprise de décapage. Le fils du président, qui était censé devenir le prochain président, étudie le savoir-faire dans une autre entreprise de décapage et est en charge de transactions importantes, il ne peut donc pas démissionner tout de suite. Pendant l'absence du fils, le secrétaire du président et les dirigeants discutaient de la façon de maintenir l'entreprise en activité lorsque la femme du président est soudainement intervenue, provoquant des troubles au sein de l'entreprise, dont j'avais également brièvement entendu parler. Je me demande si la femme du président ne peut pas pleurer la mort soudaine de son mari ou observer une période de deuil. Elle devrait avoir d'autres choses à faire. Tout le monde acquiesce en accord avec les grognements de ma belle-mère. Quoi qu'il en soit, je vais vérifier la situation. J'aurais des problèmes si le contrat était résilié unilatéralement. J'ai appelé le secrétaire du président le lendemain. Avez-vous reçu un appel aussi, Catherine? Je suis vraiment désolée. Vous semblez très fatiguée. Vous allez bien? Le secrétaire du président, qui avait habituellement une atmosphère animée, avait une voix assez abattue. Ce n'est pas correct. Je pense que notre entreprise va faire faillite. J'ai été licenciée, donc je ne peux plus aider. Désolée. Quoi? Que voulez-vous dire par le fait que vous êtes licenciée? Quand j'ai demandé avec surprise, on m'a dit que la femme du président en était la cause. L'épouse du président, sans comprendre les bases de la gestion, a fait des demandes déraisonnables à divers partenaires commerciaux et a harcelé les employés à plusieurs reprises. À l'origine, la femme du président était égoïste et avait une personnalité dure. Le président connaissait sa personnalité et ne l'a jamais laissé s'impliquer dans l'entreprise. Maintenant que le président est parti, l'entreprise est dans le chaos. L'entreprise idéale pour la femme du président est celle où elle ne gagne que de l'argent. Elle ne pense qu'à la manière d'utiliser les partenaires commerciaux et les employés le moins cher possible. Il n'y a aucun moyen qu'une entreprise fonctionne comme ça. Le secrétaire du président se plaignit et continua, « Tu devrais les abandonner, Catherine. Avec vos aubergines, vous trouverez de nouveaux partenaires commerciaux en un rien de temps. Mais nous avons un contrat d'exclusivité et j'avais l'intention de livrer correctement au moins cette année pour le bien du président laïque.
Quand j'ai ajouté cette dernière partie, le secrétaire du président a soupiré. Je n'aurais jamais pensé que le président décéderait si soudainement. C'est vraiment terrible maintenant à cause de la femme du président. Les employés de longue date et les employés à temps partiel sont contraints de démissionner. Les personnes âgées ne peuvent pas travailler autant que les jeunes et les employés réguliers coûtent de l'argent. Elle essaie de n'embaucher que des travailleurs étrangers bon marché. Notre goût pour les cornichons est notre argument de vente, il n'y a donc rien de plus précieux que des employés expérimentés. Le talent est un trésor. Même s'il y a un contrat d'exclusivité, elle ne comprend pas le bon sens. Il vaut mieux s'évader. C'est dire jusqu'où ça est allé. J'étais horrifiée. Après l'appel, j'ai immédiatement consulté mon mari. Il est peut-être temps de couper les liens, mais il y a le contrat. Mon mari marmonna avec un visage troublé. Oui, nous avons échangé des documents officiels. Quelques jours plus tard, nous avons officiellement reçu des documents indiquant que l'entreprise de cornichons rompait le contrat. Qu'est-ce que c'est ? Même pour un amateur, cela ressemble à un non-sens, n'est-ce pas ? Je pensais que la secrétaire était une personne décente. Les documents étaient si bâclés que nous n'avons pas pu nous empêcher de laisser échapper ces mots. Voyant cela, mon mari et moi avons pris notre décision. Nous ne sommes pas en faute, et heureusement, c'est avant la saison des semis, donc c'est peut-être le bon moment pour arrêter. Les paroles de mon mari m'ont incité à démissionner, mais je m'inquiétais de la réduction des revenus pendant l'été, des temps partiels et de diverses autres choses. Nous avions lutté et expérimenté jusqu'à présent, et les choses se passaient enfin bien. Je n'ai pas trouvé amusant d'être soudainement forcé d'arrêter pour une raison aussi déraisonnable. Mon mari a hoché la tête à mes mots. Pensons aux revenus et à l'avenir plus tard. Je ne peux pas pardonner la façon dont elle t'a traité, Catherine. C'est leur perte. Ils ne peuvent pas acheter des importations bon marché et de mauvaise qualité simplement parce qu'elles sont bon marché et que les produits de la plus haute qualité sont fabriqués par nous, les agriculteurs, avec fierté. C'est vrai. Mon mari et moi avons donc décidé d'arrêter le contrat d'exclusivité à partir de cette année et de ne pas livrer d'aubergines même s'ils mendiaient. Puis l'été est arrivé. Après avoir quitté le contrat exclusif, plusieurs entreprises de cornichons ont immédiatement proposé des contrats, et mon mari et moi avons soigneusement examiné et contracté les meilleures conditions, augmentant nos revenus d'environ 20%. Nous avons trouvé une nouvelle destination d'expédition pour les aubergines, et comme nous travaillons activement tous les jours, j'ai presque oublié la femme du président grossier. Un jour, ma belle-mère est venue sur mon lieu de travail avec un cornichon d'aubergine. Catherine, c'est affreux, regarde. Il est dit produit localement, mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ? Ma belle-mère a apporté les cornichons d'aubergine de cette année de la société de cornichons. Ils ont dit qu'ils utiliseraient des produits importés, mais il est dit produit localement ici. J'ai été surpris quand j'ai regardé l'emballage. Essayons-le quand même ? Sur la suggestion de ma belle-mère, mon beau-père, mon mari et les employés à temps partiel se sont réunis pour le goûter, et la saveur était complètement différente d'avant. Il n'y a aucun moyen que cela soit produit localement. Tout d'abord, ce n'est pas de la taille d'une bouchée. Ils utilisent de grosses aubergines et les marinent. Ils traitent les consommateurs comme des imbéciles. Ma belle-mère affirma avec un visage sévère. Le goût est étrange aussi. On n'a pas l'impression que ça a mal tourné. C'est comme si c'était pourri. Le temps partiel a également fait un commentaire sévère. Se pourrait-il que la femme du président mente sur le fait que les produits importés sont locaux ? Mais honnêtement, je pensais qu'elle pourrait faire quelque chose comme ça. Quelques jours plus tard, pendant le dîner, le téléphone sonna à nouveau. « Et, peux-tu faire semblant de m'avoir vendu tes aubergines ?» La voix ne s'est pas présentée, mais je m'en souvenais. C'était la femme du président. « Je ne me souviens pas de vous avoir vendu des aubergines, et vous me demandez de mentir ? Oui, si vous le dites, cela sauvera notre entreprise. N'étiez-vous pas censé ne plus jamais me contacter ? C'était vrai, mais les choses ont changé. Vous voulez aussi de l'argent, n'est-ce pas ? Je vais vous en donner. C'est juste une petite faveur. Son ton autoritaire essayant de m'impliquer dans son crime était incroyable. Non merci. J'ai refusé et j'ai raccroché, puis j'ai raconté à mon mari et à mes beaux-parents ce qui s'était passé. Tout le monde sourit. Mon mari en particulier semblait satisfait. Elle a dû le regretter tout de suite. Il n'y a aucun moyen que vos aubergines et celles importées de qualité inférieure soient les mêmes. En fait, après que ma belle-mère ait apporté les cornichons, j'ai reçu des appels de diverses personnes parce que c'était moi qui faisais les aubergines jusqu'à présent. Selon les informations de l'entreprise de cornichons actuelle, ils ont reçu de nombreuses plaintes de consommateurs et ont même été signalés aux autorités.
Apparemment, l'entreprise de cornichons est en difficulté maintenant parce qu'elle a été accusée en interne de fraude alimentaire. Puis, quelques jours plus tard, témoignez que c'était vos aubergines. La police pourrait enquêter. J'ai reconnu la voix qui ne s'était pas présentée auparavant. Cette fois, c'était presque des sanglots. Eh bien, je ne les ai pas vendus. J'ai raccroché à nouveau. Le lendemain, un appel poli est venu d'un jeune homme prétendant être le fils du président. J'aimerais le rencontrer et m'excuser, a-t-il dit. Nous avons donc décidé de nous rencontrer cet après-midi-là. J'ai demandé à mes beaux-parents de faire les travaux agricoles de l'après-midi et mon mari et moi avons attendu. Un jeune homme, un autre jeune homme et une femme plus âgée tape à accent grave-l'œil sont arrivés. L'un était le fils du président, l'autre sa secrétaire actuelle, et la femme était l'épouse du président. Les deux hommes étaient très polis, mais la femme du président avait une attitude maussade. Sautant les salutations, le fils a forcé la femme du président à incliner la tête et ils se sont tous deux prosternés. Se frottant la tête sur le sol, ils se sont excusés. Bien que je connaisse la situation, y a-t-il un moyen de fournir à nouveau des aubergines ? Le fils a supplié, mais j'ai refusé. Je suis désolé, mais c'est impossible. Vous avez résilié notre contrat d'exclusivité. J'étais désolé pour le fils, mais compte tenu de l'attitude de la femme du président et du fait que nous avions déjà un contrat avec une autre entreprise, c'était vraiment impossible. Il a compris quand je lui ai dit mes sentiments honnêtes. Loin de là, le fils du président semblait penser qu'il était naturel que je refuse. Je suppose que vous avez raison, j'en suis vraiment désolé. Nous avons unilatéralement résilié le contrat d'exclusivité en raison de notre situation, nous paierons donc la pénalité comme convenu initialement. Il abandonna facilement et commença à préparer les documents avec sa secrétaire. Puis, la femme du président a écarquillé les yeux. À quoi pensez-vous ? Nous avons été arnaqués jusqu'à présent, il n'est donc pas nécessaire de payer la pénalité. Nous nous sommes fait prendre cette fois, mais nous pouvons faire mieux la prochaine fois. C'est la faute de l'importateur si plus de la moitié des aubergines importées étaient pourries. Si nous trouvons un endroit moins cher, tout ira bien. Donc, vous avez essayé d'utiliser des importations bon marché et vous avez échoué lamentablement. C'est ce que Catherine vous a dit, n'est-ce pas ? Que vous le regretteriez. Lorsque son mari a fait un commentaire sarcastique, les deux jeunes hommes ont dit, en effet, c'est tout à fait vrai. Ils baissèrent la tête. J'étais préoccupé par les paroles de la femme du président et je lui ai demandé à nouveau. Au nom de votre conversation, avez-vous l'intention de continuer à étiqueter les produits comme étant fabriqués localement, même si vous ne pouvez pas obtenir mes aubergines ? Bien sûr. C'est plus rentable et tout le monde le fait. La femme du président n'a montré aucun remords et a commencé à me crier dessus. Mon mari et moi avons tous les deux été décontenancés. C'est à ce moment-là que le fils du président a perdu son sang-froid. Maman, tais-toi. Je ne vous ai amené ici aujourd'hui que pour m'excuser, mais j'en ai marre de vous. Après avoir été réprimandée par son fils, la femme du président était troublée. J'essayais juste de gagner de l'argent. Vous ne pensez qu'à gagner de l'argent pour vous-même. Ce n'est pas ainsi qu'une entreprise devrait fonctionner. Mais n'est-ce pas une entreprise pour gagner de l'argent ? J'étais irritée par la femme du président désemparée. Bien qu'à une échelle différente, j'emploie également des travailleurs à temps partiel. Il n'est pas juste de penser qu'il est acceptable de mentir tant que vous faites des bénéfices. Je crois qu'une relation équitable, où les employés et les agriculteurs contractuels comme nous peuvent faire des profits légitimes, est la bonne. C'est mal pour une seule partie d'en profiter. À mes mots, le fils, la jeune secrétaire et mon mari ont tous hoché la tête. Tu as raison, maman. Qui ne comprend pas que c'est fini en tant que personne dans l'entreprise. Je vais couper les ponts avec elle. Cependant, elle doit assumer la responsabilité d'avoir ruiné l'entreprise de son père. En entendant la déclaration de reniement de son fils, la femme du président a semblé être affectée pour la première fois. Elle était tellement choquée qu'elle pâlit en silence. Elle devint soudain abasourdie et docile. Après cela, l'affaire a été jugée malveillante, impliquant un étiquetage erroné intentionnel de l'origine. Il a été écrit en caractères gras dans le journal local que la police avait commencé à enquêter pour fraude, et c'est devenu une grande nouvelle dans la région pendant un certain temps. L'entreprise de cornichons finit par faire faillite et la femme du président fut abandonnée sans le sou par son fils, craignant d'être poursuivi et vivant dans la clandestinité. Le fils du président et les employés vétérans qui sont revenus à son appel travaillent dur pour faire face aux conséquences et créer une nouvelle entreprise. J'ai reçu la pénalité pour la violation du contrat d'exclusivité, et l'affaire a été réglée. Depuis, mon fils est revenu et a décidé de reprendre la ferme. Il semble avoir trouvé une épouse qui travaillera avec plaisir à la ferme avec lui.
Avec l'heureuse nouvelle, le quotidien de notre famille est devenu